On doit se préparer au pire sur la situation humanitaire au Tigré en Éthiopie, alarme la Croix-Rouge. 80% de la région est inaccessible pour l'aide humanitaire selon l'ONG. Covid-19, l'Afrique du Sud s'est tournée vers le vaccin Johnson & Johnson pour sa campagne de vaccination. Le pays se dit prêt à revendre ses doses d'AstraZeneca. Et puis fin de la mission des experts de l'OMS en Chine, à suivre le point fait de leur mission dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer. Le directeur de la Croix-Rouge éthiopienne a alarmé sur la situation humanitaire dans la région du Tigré. Atoabera Tola a affirmé que 80% de la région, théâtre depuis le 4 novembre d'une opération militaire du gouvernement fédéral, n'était pas accessible à l'aide humanitaire. Les précisions. Le directeur de la Croix-Rouge éthiopienne a affirmé mercredi lors d'une conférence de presse en ligne depuis Addis Abeba que 80% de la région du Tigré, théâtre depuis le 4 novembre d'une opération militaire du gouvernement fédéral, n'était pas accessible à l'aide humanitaire. Des cas de famine ont été déjà rapportés et le nombre de victimes de la faim pourrait progresser très rapidement, a-t-il assuré. La Croix-Rouge estime désormais qu'environ 3,8 millions des 6 millions d'habitants du Tigré nécessitent une aide alimentaire, une augmentation par rapport à une précédente estimation de 2,4 millions. Les plus touchés sont les femmes et les enfants. Dans une famille, si une mère a pu s'échapper, elle s'est échappée avec ses enfants. Et puis, ils ont parcouru toute cette région. Et si vous les voyez dans les camps de déplacés, ils sont tous émaciés. Ils sont tous vraiment... Vous voyez que leur peau est vraiment sur les os. Vous ne voyez aucune nourriture dans leur corps. On doit se préparer au pire. C'est ce que je dis. Les habitants de Tigré ont besoin de tout, de nourriture et de produits alimentaires, d'eau et d'installations sanitaires, de provisions médicales et de cliniques mobiles. Les organisations humanitaires doivent avoir accès au Tigré pour atteindre les plus vulnérables. Et c'est un appel à la responsabilité de la part des parties concernées. Donnez-nous un accès sûr et sans entrave, respectez nos équipes, respectez les médecins, respectez les installations sanitaires, respectez les travailleurs de la santé. Le directeur de la Croix-Rouge a expliqué que l'accès de l'aide humanitaire était toujours essentiellement restreint aux principales routes, au nord et au sud de Mekele, et que la plupart des zones rurales s'en trouvaient privées. Le gouvernement d'Addis Abeba assure qu'il travaille avec les Nations Unies et les ONG internationales à accroître l'aide dans la région en fonction des conditions de sécurité. La justice nigériane a ordonné mercredi à la Banque centrale de procéder au dégel des comptes bancaires de 20 figures du mouvement de contestation contre les violences policières qui avait secoué les grandes villes du sud du pays en octobre dernier. Les comptes bancaires des manifestants, qui avaient reçu le soutien de nombreuses personnalités à travers le monde, avaient été bloqués en novembre. Un gel intervenu peu après la fin du mouvement de contestation qui avait duré plusieurs semaines avant d'être réprimé par les autorités et de dégénérer en émeutes et pillages. Mercredi, le juge Ahmed Mohamed a ordonné le dégel de ces comptes après un accord passé entre les avocats des manifestants et de la Banque centrale. L'ordonnance du 4 novembre 2020 ordonnant le gel des comptes est annulée, a-t-il déclaré. Le pays le plus peuplé d'Afrique avait été secoué en octobre par cette vague de manifestations qui réclamait le démantèlement d'une unité de police, la brigade spéciale anti-Volsars, accusée d'exaction et pour une partie contre le pouvoir en place. Ce mouvement, baptisé Ensars, avait été violemment réprimé, notamment le 20 octobre à Lagos, lorsque les forces de sécurité avaient tiré sur la foule rassemblée pacifiquement au péage de Lekki, épicentre de la contestation dans la capitale, tuant au moins 10 personnes selon Amnesty International. Devant une commission d'enquête mise en place par l'État de Lagos,
L'armée avait nié avoir eu recours à des balles réelles, affirmant que seules des balles à blanc avaient été tirées. Depuis le début de l'année, l'enquête patauge. Les responsables de l'armée, convoqués à 3 reprises devant cette commission, ne s'étant plus présentés. 45 sièges sur 52, c'est le score obtenu par le parti du président gabonais aux dernières sénatoriales. Un résultat sans surprise donné par l'organe chargé du scrutin. Une majorité écrasante pour le Parti démocratique gabonais aux dernières sénatoriales. Après le premier tour, qui s'est tenu le 30 janvier, le Parti démocratique gabonais PDG du chef de l'État avait déjà remporté 45 des 52 sièges. Un second tour a eu lieu samedi dans seulement 2 circonscriptions. Au finish, Ali Bongo s'en sort avec 45 sièges sur 52. 6 sénateurs de l'opposition ou indépendants ont été élus, selon un décompte du Centre gabonais des élections CGE. Un scrutin sans suspense, le PDG étant le seul parti en lice dans 22 des 52 circonscriptions. Le Sénat vote des lois, comme l'Assemblée nationale, elle-même également largement dominée par le PDG, mais la Chambre basse a le dernier mot en cas de désaccord. La seule inconnue, à ce jour, réside dans la personnalité qui accédera à la présidence du Sénat. Un rôle qui a cependant perdu de son aura et de son importance depuis une révision constitutionnelle le 29 décembre dernier. Cette personnalité devait, jusqu'alors, assurer l'intérim du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement, mais la charge revient désormais à un triumvirat composé des présidents des 2 chambres du Parlement et du ministre de la Défense. En plus des élus, il est attendu une nomination par décret présidentiel de 15 membres du futur Sénat qui comptera au total 67 parlementaires. Outre les 15 personnalités choisies par Ali Bongo pour avoir honoré le service de l'État, les 52 autres sénateurs sont élus pour 6 ans au scrutin indirect uninominal par les membres des conseils municipaux et départementaux, eux-mêmes largement dominés par le PDG. Le ministre sud-africain de la Santé a déclaré que le pays va lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec des injections du vaccin de Johnson & Johnson après avoir retenu un lot de doses du fabricant AstraZeneca en raison de doutes sur leur efficacité, notamment contre le variant local du virus. L'Afrique du Sud s'est dite prête mercredi à revendre ou échanger en millions de doses du vaccin AstraZeneca qu'elle a écarté au profit de celui de Johnson & Johnson quand son efficacité sur le variant local du coronavirus a été mise en doute. Parmi les options étudiées après l'abandon de ce vaccin, le gouvernement envisage de vendre ou d'échanger ces lots avec des pays touchés par la souche originelle de coronavirus. Vu les résultats des études d'efficacité, le ministère de la Santé poursuivra la phase 1 de la vaccination prévue en ciblant les travailleurs de la santé avec le vaccin Johnson & Johnson au lieu du vaccin AstraZeneca. Le vaccin de Johnson & Johnson s'est avéré efficace contre le variant 501YV2 et les procédures d'approbation nécessaires pour son utilisation en Afrique du Sud sont en cours. En fonction des avis des scientifiques, les vaccins seront échangés avant la date d'expiration, a déclaré Zweli Mukwezi, en assurant qu'il y a déjà des pays qui demandent de le leur vendre. Plus tard dans la journée, les experts de l'OMS ont recommandé l'utilisation de l'AstraZeneca dans les pays où des variants sont présents, estimant que l'étude le mettant en doute s'appuyait sur un échantillon ne permettant pas d'évaluer spécifiquement son efficacité. 9 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson ont été commandées, dont une première livraison en petite quantité est attendue la semaine prochaine en Afrique du Sud. Le premier arrivage sera probablement utilisé comme stock de recherche, a indiqué le ministre. La société pharmaceutique sud-africaine Aspen, fabricant agréé pour le vaccin Johnson & Johnson, est très déterminée à accélérer sa production, a déclaré Mukwezi, affirmant que ses premières doses seraient disponibles en avril. Contacté par l'AFP, Aspen a dit n'avoir pas plus d'informations sur un accord avec Johnson & Johnson et que tout commentaire serait prématuré.
Autre information, les experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS sont envoyés en Chine pour enquêter sur les origines de la Covid-19 ont fini leur mission. Avant de prendre départ de Wuhan, le chef de mission a répondu à quelques questions des journalistes. Suivons ensemble ses propos. We've looked at all the individuals who could have been cases between October and December. Nous avons examiné toutes les personnes qui auraient pu être des cas entre octobre et décembre et nous avons étudié plus de 70 000 cas, non pas des cas mais des personnes de cette époque. Tous ont été évalués à la fois d'un point de vue clinique et d'un point de vue épidémiologique et nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucun d'entre eux n'était un cas potentiel. Come down to none of them were potential cases. One is that we know the virus can persist in. Nous savons que le virus peut persister à basse température dans des conditions que l'on retrouve dans la chaîne des aliments surgelés, humidité, basse température, etc. Humidity, low temperature, etc. Is that at the market there was a product. Sur le marché, il y avait des produits comme des animaux sauvages d'élevage au stade congelé vendus sur ce marché. Donc, si vous combinez ces deux éléments, ça donne un angle intéressant à l'hypothèse. Ça vaut donc la peine d'examiner si un animal sauvage congelé qui a été infecté ailleurs dans une ferme, par exemple, aurait pu introduire le virus sur le marché alors qu'il était congelé. Ça vaut la peine d'être exploré. Nous verrons bien. Nous ne savons pas. In a frozen stage, and so it's worth exploring. We'll see. We don't know. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.